Bonjour à tous, des maths comme on dit ici, ravi de vous retrouver. Cette semaine, je vous propose de m'accompagner pour un week-end bien rempli à la découverte de Rennes et de ses alentours. Alexis. Oui. Jérôme. Bienvenue à Rennes. Jérôme. Merci, merci. Donc c'est ça mon paquebot? C'est ça. Ouais, c'est vraiment une plume sur l'eau. Ah bah super. Larguez les amarres, cher ami. Salut. Bonne balade. Merci beaucoup. Pendant longtemps, Rennes a été une cité de passage sur la route vers les côtes bretonnes. Et depuis quelques années, elle attire de plus en plus de monde, notamment avec son patrimoine, sa créativité culturelle ou encore sa douceur de vivre. Cette ville étudiante, dynamique, a été classée en 2018 parmi les villes de résidence les plus agréables de France. Pendant mon week-end, j'ai eu envie de rencontrer ceux et celles qui œuvrent pour des projets innovants ou encore éco-responsables. Voilà, soyez les bienvenus dans la capitale bretonne et ses environs. Des Guémermat, comme on dit ici, bienvenue dans mes échappées belles. Allez, on met les gaz. Ça, c'est pas fou. Allez. Un week-end à Rennes, c'est vivifiant. En fait, Rennes, c'est une ville qui est très jeune. C'est vraiment top. Rennes est une ville bien adaptée pour les jeunes retraités. C'est une ville très vivante. Et inspirant. À votre succès, à votre talent. Ici, on respecte la nature. C'est un cochon curieux, ils sont très joueurs aussi, donc c'est vrai que c'est une race qui est plutôt attachante. L'idée, c'est d'avoir des races jolies et rigolotes, puisque justement, elles n'ont que ce but-là dans la vie. Il y a aussi la volonté de travailler avec des producteurs qui sont proches de nous. C'est aussi ça qu'on a envie de promouvoir, c'est de bosser avec le terroir. Et on préserve le patrimoine historique. Voir des girafes comme ça sur une façade baroque, c'est assez peu courant et c'est effectivement un moyen absolument indispensable pour faire vivre ces monuments. Jérôme Pitorin se laisse séduire. Je me sens bien ici, il y a un effet cocon très agréable. La galette saucisse, c'est le produit phare de Rennes. Tout le monde vient manger une galette saucisse sur le marché. On peut parler de petits pois toute la journée, sinon on peut aller grimper si vous voulez. On va se faire engueuler en plus. Hein. Il y a une super vue là. On a vu sur le port d'Erquy. Bienvenue à Rennes. Salut. Salut Arthur Louis. Salut Jérôme. Ça va? Bien et toi? Super bien. Bienvenue à Rennes. Merci. Écoute, on est ici sur la place du Parlement, donc juste devant le Parlement de Bretagne. C'est un monument emblématique de la ville où siégeaient les ducs de Bretagne, non? Oui, alors ça a changé de fonction aujourd'hui, maintenant c'est la cour d'appel. Ok. Et puis c'est aussi un lieu, moi je voulais te montrer parce que c'est un lieu important pour moi parce que j'y ai exposé il y a 2 ans. Exactement, ouais. Voilà, c'est des lieux comme ça qui sont appropriés dans Rennes et c'est ce qui en fait aussi une ville très inattendue des fois. Oui, innovante et dynamique artistiquement aussi. Ouais. Et puis je pense que ça vient beaucoup de la jeunesse qui est présente ici. On est une ville étudiante, 20% d'étudiants dans Rennes. Ah ouais, donc il y a un ressenti comme ça, je pense, d'une demande forte d'événements festifs, d'événements culturels. Donc toi, tu es un artiste urbain, on va dire. Oui, j'interviens beaucoup dans les rues, dans l'espace public et principalement au sol. Pour t'expliquer, je suis en train de réaliser une fresque en ce moment sur un terrain de basket et je vais avoir besoin de ton aide pour collecter des motifs dans la ville de Rennes. En gros, on va se balader ensemble et puis dès qu'on verra des formes sur des bâtiments dans la nature, on prendra des photos et puis moi, je vais les transformer et les intégrer dans la fresque que je réalise en ce moment. Ça marche, je vais essayer de t'aider à ma façon, puis découvrir ta ville. Voilà, on est dans une rue assez typique de Rennes, rue Vasselot. Une rue vivante avec plein de jeunes en terrasse. Ouais. Et puis on a aussi ces façades à pont de bois qui sont vraiment là. C'est ça, exactement. Typique. Une marque du patrimoine architectural rennais. Ah, un petit motif qui est pas mal là-bas. Ah ouais. Tiens, rien de Jérôme, juste
surtout. Ah ça, c'est vrai? Ouais. C'est la piscine Saint-Georges. Ça fait penser un petit peu à ce que peut faire Gaudi. Hein. Donc ça, c'est inspirant pour toi. Ah, carrément. Notamment les motifs, là, on est entre le soleil et la coquille Saint-Jacques. C'est vrai, il y a un côté un peu Une petite photo de coquillage, ça. comme tu dis. Ouais. Alors là, Jérôme, on arrive rue d'Entrain. D'accord. Et je t'invite à regarder là, ce bâtiment, ce qui s'appelle l'immeuble Valton. On voit en haut une mosaïque de la famille Odorico, qui est une famille assez connue sur Rennes. C'est une famille de mosaïstes italiens qui est arrivée à Rennes en 1882. Ok. Et qui a fait énormément de mosaïques sur Rennes et dans les environs. Et ça fait vraiment partie du patrimoine architectural. On en découvre encore aujourd'hui. En même temps, je trouve ça amusant d'avoir inséré le drapeau breton, oui. Parce que ça fait un décalage complètement anachronique. C'est dans la boîte. Parfait. Ah, tu m'en mets nous, là? Là, on est au parc du Tabor. Ah, c'est ça, le parc du Tabor, d'accord. Exactement, ouais. Okay. On entre là, donc c'est un parc qui fait à peu près 10 hectares. C'est le poumon vert de la ville, ça. On peut dire ça. Ouais. Bah oui, tu vois, c'est vraiment immense. Il y en a plusieurs à Rennes, hein, des parcs, mais celui-ci est vraiment central. Donc c'est ici que tu viens un peu trouver des sources d'inspiration pour tes motifs? Exactement. Ouais. Là, pour le coup, on est dans la source première, c'est la nature. Ah. C'est-à-dire tout ce qui va être feuilles, fleurs. Et il y a une belle variété ici, donc il y a une source d'inspiration qui est très grande. Donc c'est des motifs comme ça que j'intègre à des fresques qui sont plutôt géométriques. Je les associe de manière symétrique, tu vois. Donc on a des formes un peu en rosace. C'est ce qui me plaît, hein. J'adore faire ça. Ah, c'est original. J'ai hâte de voir ça. Ah, il y a une volière également. Ouais. Belle variété d'oiseaux. J'aime bien celui au milieu du carré. Il y a un côté très motif celtique aussi, avec ces formes qui s'entrelacent comme ça. On voit le breton. D'ailleurs, tu es breton d'origine, toi? Non, je suis arrivé ici il y a 10 ans. D'accord. Pour les études. Et puis au final, je suis resté ici parce que la ville m'a plu énormément. Donc, c'est une ville à taille humaine. C'est-à-dire qu'on y fait tout facilement à pied, à vélo. Elle n'est pas si grande, mais en même temps, ça fait 10 ans que j'y suis et j'ai pas vraiment fait le tour. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est une ville qui est assez belle. Et du coup, c'est vrai que ça m'a plu très très vite, quoi. Tu vois, là, on se dirige vers ce grand bâtiment administratif. D'accord, en face, hein. Exactement, on va aller tout en haut. Et on va avoir une vue plongeante comme ça sur un bâtiment un peu plus bas, où j'ai réalisé une fresque en 2015. Une fresque qui fait à peu près 1100 mètres carrés. Ah ouais. Ah, la vue. Tu as vu? Ah, c'est premier bonus. Ouais. En effet, on voit tout d'ici. Donc là, on sent la vieille ville, là, hein. On voit ça, ouais, tous toute ces toits d'ardoise là, vraiment se concentrer. Bon, cette fresque est où alors? Elle est de ce côté. Allez, allons voir ça. Ah ouais! Ah, c'est impressionnant. Ouais, tu vois, ça fait une belle surface. Ah ouais, on voit, là, je comprends mieux ton style, là, tu vois. Je vois un petit peu mieux ces motifs, cette répétition, cette symétrie aussi dont tu me parlais. Et quand on est passé à côté tout à l'heure, on ne l'a pas vu. Ben non. Et en fait, on peut l'apercevoir de la bibliothèque qui est juste à côté. D'accord, qui est juste ici. Ces grandes baies vitrées, là, elles donnent une vue plongeante dessus. Et le bâtiment aussi, j'imagine, a des fenêtres qui donnent dessus quand même. Des bâtiments sur lesquels on est, on ouais, peut voir, d'accord. en effet. Tu fais des œuvres qui, quelquefois, sont vues par très peu de gens, alors? Ouais, qui sont vues par très peu de gens. Et c'est pas frustrant, ça? Non, 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 moi ça me plaît. Ah en ouais, fait, j'aime bien cette idée aussi que les gens tombent dessus par hasard. Ou que ce soit éphémère, quelquefois, même? Aussi que ce soit éphémère. Ouais. Là, cette fresque, elle a tenu, mais au bout de quelques années, elle va finir par disparaître. D'accord. Pas mal, hein? Chapeau. Merci. Chapeau l'artiste. Depuis plusieurs années, Rennes se hisse en tête dans les sondages de satisfaction. La capitale bretonne est désignée par ses habitants comme la ville de France la plus agréable. Cette bonne réputation attire de nouveaux venus qui veulent eux aussi profiter de cette qualité de vie. Et
Doucement, Enzo. Venga, venga, venga. Marianne est originaire du Chili. Elle est arrivée à Rennes il y a seulement 6 mois. Mais elle est déjà conquise par son nouveau quotidien. On aime beaucoup cette maison car elle est très très agréable. Tu as un cadre, tu as un jardin magnifique, plein de fleurs partout. On est très contents. Marianne est tapissière décoratrice. Et elle compte bien développer rapidement son activité, car Rennes est réputée pour son dynamisme économique. Coucou tout le monde! Pour s'intégrer rapidement dans la ville, elle a rejoint une association qui accueille les nouveaux arrivants et organise des balades dans le centre-ville. La plupart des membres sont à la retraite et ont choisi de s'installer à Rennes pour couler des jours heureux. Rennes est une ville bien adaptée pour les jeunes retraités. C'est une ville très vivante. C'est une ville. Jeune aussi, il y a beaucoup de jeunes. Oui, oui, puis peut-être d'être entouré de jeunes, ça nous rajeunit. Enfin, je ne sais pas. Ça fait du bien. Oui, voilà. Oh, que c'est joli, les fleurs, les roses. Alors, les Rennais, ils sont très accueillants et tout le monde il va te donner des renseignements si tu ne connais pas les coins, si comme il faut y aller à quelque part. Vraiment, c'est très, très agréable. On est très contents à Rennes, vraiment. C'est un très, très bon choix de vie. Mais la capitale bretonne est aussi très populaire chez les étudiants. Ils sont 70 000, soit 20% de la population, et impriment à la ville une ambiance jeune et décontractée. À l'ouest du centre-ville, le campus de Villejean est le pôle universitaire le plus important de Rennes. Il regroupe toutes les disciplines de sciences humaines. Corentine, 23 ans, s'y est inscrite en master des médias de l'éducation et elle s'en félicite chaque jour. Grand campus, quand il fait beau, c'est agréable. On peut bosser dehors, on a des petits transats, des petits aménagements. Donc, non, il se passe vraiment agréable pour les étudiants. Après une première année d'études à Lille, elle est venue tenter l'aventure rennaise il y a 5 ans et elle n'est plus repartie depuis. Rennes, c'est assez connu pour être une fac assez dynamique. On est bien engagé, il y a plein d'assauts étudiantes par exemple. Il y a pas mal d'événements qui servent à l'intégration des étudiants sur le campus. Donc ouais, c'est une fac cool, même au niveau des profs. Moi, dans mon master, j'ai la chance d'avoir des super profs. Non, pour le parcours scolaire, c'est cool. C'est une bonne fac. Les étudiants rennais sont connus pour respecter à la lettre certaines traditions locales, notamment celle de l'apéro. Alors, dès que le campus se vide, ce sont les terrasses du centre-ville qui font le plein. Alors là, on est rue Saint-Michel. Mais bon, personne dit rue Saint-Michel ici, sinon on saura que vous n'êtes pas rennais. C'est la rue de la Soif, qui porte très bien son nom parce que des bars à gauche, des bars à droite. Pour la petite anecdote, il y a un bar tous les 7 mètres. Et c'est le passage obligé de la vie étudiante à Rennes. C'est un des endroits les plus festifs. Et surtout le jeudi soir, c'est les soirées étudiantes. Donc tout bon Rennais qui se respecte passe par la rue de la Soif. Ce soir, Corentine a donné rendez-vous à ses amis sur les bords du canal. Coucou! Ça va? Hey guys! What's up? L'anglais est de rigueur, car il y a à Rennes de nombreux étudiants étrangers venus des 4 coins du monde. Do you feel like a vrai Rennais now? Vrai breton also. J'ai l'impression d'être breton parce que ça fait 2 ans que je suis là. Mais mon français n'est toujours pas terrible. Je trouve ça super intéressant, c'est toujours super enrichissant d'avoir une ville avec des étudiants de partout. Enfin, on a l'Inde, on a l'Égypte, c'est génial. En plus, on peut pratiquer l'anglais, donc c'est tout bénef. J'ai été accepté en école de commerce à Rennes, à Paris et à Lyon. Et j'ai choisi de venir à Rennes car le coût de la vie ici est moins élevé. Et puis, c'est une ville avec beaucoup d'étudiants, 20% de la population. Et ça m'a convaincu de venir ici. Comme souvent, les jeunes Rennais ne tardent pas à faire monter l'ambiance. Et la soirée prend rapidement une toute autre tournure.
Voilà le fameux terrain de basket alors. Exactement. Donc c'est chouette, t'as déjà bien avancé. Hein. Ouais, mais on va continuer ensemble. Du noir et du blanc, c'est sympa. Hein. Ouais, mais c'est la première fois en fait que je mets les deux couleurs. Ça s'y prêtait bien avec le gris clair et le gris foncé. Exactement, ouais. Je reconnais ton style. Hein. Je propose qu'on pose nos affaires. Ouais. Et puis on regarde les photos et on va pouvoir intégrer les motifs on choisit, à la fresque. Ouais. Allez, j'ai hâte de commencer. Ce motif-là, ça t'intéresse? Regarde, ça c'est le motif de la piscine, tu sais, la devanture de la piscine avec la coquille Saint-Jacques. Ah oui, ah bah ça c'est hyper bien, on peut s'en servir en effet. Ça là, ça te plaît? Carrément. Je pense qu'on peut l'intégrer facilement ici. Ouais. Du coup, on a une forme un peu qui fait une boucle comme ça, c'est ça? Comme le motif qu'on a vu au tabord. Là, tu utilises quel type de peinture? Ça, c'est du blanc de meudon mélangé à de l'eau. C'est un peu comme une craie en poudre. Et du coup, c'est une peinture en fait éphémère. Et le noir? Et le noir, c'est du charbon. Ah oui, donc c'est pas polluant non plus? Non, c'est une matière naturelle. Alors tu vas voir, ça va pas être blanc tout de suite, mais le temps que ça sèche, ensuite, ça devient vraiment un blanc pétant. D'accord. Et ça, là, c'est un petit rajout que je fais pour l'intégrer du coup au reste de la fresque. C'est le côté végétal qui domine. C'est ça qui reprend le dessus. Ouais. C'est bien, c'est chouette. Je te le fais à la craie, et là, du coup, c'est toi qui vas le faire. Oula, responsabilité. C'est ça, il y a un mouvement à prendre avec le pinceau. Mais t'as l'air de bien te débrouiller. C'est parfait, bravo. Si tu te sens du coup de faire l'autre côté aussi. Ouais, très bien. Moi, j'y vois 2 yeux et une moustache. Ah oui. Faut faire la même de l'autre côté. Exactement. Du coup, je te laisse avancer de ton côté et je vais aller peindre là-bas. Ça marche. C'est parfait, Jérôme. Bravo. Je dirais peut-être pas que c'est parfait, mais j'ai pas du tout la même aisance. Je te remercie de me faire confiance, en fait. Parce que je sais ce que ça représente pour toi. C'est ton métier, c'est ta façon de t'exprimer et ça me touche. Tu as l'habitude de travailler toujours tout seul sur tes œuvres? Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des gens qui te filaient un coup de main? Non, ça arrive en fait que mon père m'aide sur des chantiers. Ton papa? Ouais. Au départ, c'était lui demander un coup de main sur un conseil sur certaines choses. Et puis très vite, c'est devenu aussi un assistant sur des réalisations. Donc c'est vrai que c'est une manière de conserver nos liens autrement que par les rendez-vous de famille classiques. Et on échange ces moments-là. Et puis je pense qu'il est important, c'est aussi la finalité, ce moment où on regarde tous les deux ce qu'on a réalisé et où on est assez fiers de ce qu'on a produit. Ouais. Yes! Ah, c'est top. J'adore, c'est trop chouette. Certes, c'est un terrain de jeu, un terrain de basket, mais c'est aussi un terrain de jeu pour moi. Tu apportes une finesse, une subtilité avec ton travail. D'ici, là, ça raconte quelque chose, quoi. Ouais. Enfin, moi, ce qui me plaît ici, c'est surtout de jouer avec les lignes du terrain, avec cette géométrie-là. Chapeau, chapeau, Merci. chapeau. Merci de m'avoir fait confiance, c'est un chouette moment pour moi. Mais je te remercie. Bonjour Marie. Bonjour Jérôme, comment ça va? Super bien, on check? Ouais. Très très belle demeure. Merci, ouais, elle a été construite en 1885. Ouais, c'est original cette pierre-là. Il n'y a ronde. pas que du granit. C'est un schiste de Pont-Réan, c'est une pierre de la région. Je te montre la maison? Avec grand plaisir. C'est super mignon. La salle du petit déjeuner. Super chouette. Ça, je reconnais un petit peu. C'est la place Rallier du Bâti, qui est dans le centre historique de Rennes. Je te montre ta chambre? S'il te plaît. Alors, elle est au premier.
tout aussi joli que le reste. Donc voilà, bah, écoute, je te laisse t'installer et puis je te retrouve prendre un petit jus dans le jardin. Ça marche, Okay, impeccable, bon, super. À tout à l'heure. Merci beaucoup. On se croirait presque à la campagne ici avec le petit cuicui des oiseaux. Un petit jus de pomme. Avec plaisir, bah oui, quand Ok. même. Une des spécialités bretonnes. À ta santé, Marie. Merci pour ton accueil. Santé, oui. Je me sens bien ici. Je sais pas, il y a un effet cocon. Très agréable. Très bien, oui. Comment tu raconterais cette ville de Rennes, toi, à quelqu'un qui ne la connaît pas? En fait, Rennes, c'est une ville qui est très jeune, qui est authentique, sincère, simple, ça se la pète pas. Et puis à Rennes, tu as les mouettes qui sont là tout le temps. Donc, en fait, tu as ce petit cri d'oiseau et tu te dis la mer, elle est vraiment pas loin, quoi. Donc c'est vivifiant. T'as combien là On est à de Saint-Malo, 45 minutes de Saint-Malo. Tu peux même aller manger ton sandwich sur la plage, revenir l'après-midi. Tu as pris des couleurs et là tu rattaques le lendemain. Et non, c'est vraiment top. Bonjour à tous, bienvenue pour cette visite découverte des trésors cachés de Rennes. Donc je vais vous faire découvrir des petits endroits secrets de Rennes, des cours, des escaliers, des choses beaucoup moins connues, mais peut-être avec autant de qualité. Si vous voulez bien me suivre, première étape, la prison de Rennes du Moyen-Âge. Ici, on est dans la partie 18e de la ville, une ville qui avait brûlé en 1720, qui a été reconstruite. Là, on est vraiment dans une architecture entièrement 18e. Et ce qu'on ne soupçonne pas, c'est que derrière ces façades d'immeubles, bien souvent, il y a des façades en pan de bois, par exemple, ou des escaliers en colimaçon. Ça, c'est l'envers du décor qu'on a voulu montrer dans ce type de visite. La prison est venue s'appuyer sur un mur très épais, qui est le mur du rempart de la ville de Rennes à ce moment-là, au XVe siècle. Aujourd'hui, c'est vraiment un lieu festif par excellence. Et donc, derrière cette grosse porte en bois, eh bien, vous avez un escalier qui descend vers ce qui est aujourd'hui un club discothèque. Alors, on va traverser la Vilaine. Le centre-ville de Rennes est truffé de petites cours intérieures. Et voilà, Sésame, ouvre-toi, et je vous invite à me suivre. Des cours médiévales protégées par des digicodes et invisibles depuis la rue. En fait, à Rennes, on se plaint un peu de toujours voir la même chose. Et c'est bien de découvrir des endroits, enfin des beaux endroits comme ça, du patrimoine que les gens connaissent pas forcément aussi. La porte est ouverte. C'est fantastique, je m'en souviens. Je vous invite à découvrir cet hôtel particulier. Philippe a obtenu un droit de passage et il peut faire découvrir cette face cachée de la ville. Ici, on est à l'arrière d'une maison en pan de bois, sculptée par des cannelures qui font référence aux ordres gréco-romains. On est là entre la fin du XVIe et le tout début du XVIIe siècle, de ce pan de bois. Ces cours intérieures, d'abord, étaient ouvertes. Au Moyen-Âge, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, elles étaient ouvertes et les Rennais racontent qu'ils passaient d'une cour à une autre par des passages. Donc, sous ces rues du centre historique de Rennes, eh bien, il y avait moyen de communiquer autrement que par la rue, si je puis dire, mais par les cours. Avec 2000 ans d'histoire, la ville de Rennes a bien des choses à raconter. Après le grand incendie de 1720, qui a détruit la plupart des maisons à pans de bois, la ville a été reconstruite en pierre au XVIIIe siècle. De nombreux détails dans l'architecture témoignent encore de ce Rennes d'autrefois. Le cœur de Rennes, en fait, est rempli d'éléments décoratifs et discrets, en fait, qui se nichent sur les murs des différents immeubles et des hôtels particuliers de la ville. Mais pour ça, pour les découvrir, en fait, il faut aiguiser son œil, être curieux, et puis vraiment aller à la recherche de ces éléments de détail qui sont épars un peu partout, finalement, sur les bâtiments et dans certains recoins. Gilles Brohan a compilé dans un livre toutes ces trouvailles, incitant à découvrir Rennes sous la forme d'un jeu de pistes historiques. On a ici 2 éteignoirs en tôle qui sont plutôt rares. Ça, c'était typique de l'architecture du XVIIIe. On s'éclairait en fait à la torche et donc par mesure de sécurité.
Les pages qui couraient au-devant des carrosses ou qui éclairaient le palier venaient éteindre les torches en les glissant finalement dans ces cônes. Et comme c'est du métal, rares sont ceux qui subsistent encore aujourd'hui sur les façades des hôtels particuliers rennais. Et là, par exemple, on a un élément de décor qui est complètement masqué, qui se fond dans l'architecture. Il fait partie de nombreux éléments, finalement, qui sont discrets, figés, en fait, dans la pierre, muets, en quelque sorte. Les épis de blé rappellent qu'on avait la possibilité d'amener sa pâte à pain ici pour la cuire dans un four. C'est ça qui est assez passionnant, mais il faut prendre le temps, du coup, d'ouvrir l'œil et de scruter, en fait, ce qu'on peut voir de ci, de là, sur les maisons du cœur de Rennes. Dans un tout autre style, certains visiteurs délaissent le centre-ville et choisissent de s'aventurer dans la campagne rennaise pour dénicher des lieux à l'abri des regards. Hop là. C'est pas large, hein? Attends, fais gaffe, il y a une ronce là. Une discipline à la frontière de la légalité qu'on surnomme l'urbex, pour exploration urbaine. Alors là, on se rend dans une fonderie qui a été créée en 1907. Donc une fonderie, c'est là où on exploitait la ferraille. C'est un peu privé, on va dire, hein. C'est un monde un peu à part. Les explorateurs urbains affectionnent les endroits oubliés et difficiles d'accès, comme ce patrimoine industriel à l'abandon. Du coup, t'as vu le téléphone là-haut, là? Ouais, c'est chaud. Alors moi, là, c'est vraiment ici la nature qui reprend le dessus sur la ferraille et je trouve que ça fait vraiment chouette. Puis il y a l'histoire aussi, c'est vraiment sympathique à regarder, à prendre des photos, c'est vachement beau. C'est clair. En vrai, il est pas mal le fauteuil. C'est chelou. Tout dépend du lieu, comme par exemple ici, c'est une ancienne fonderie, mais qui mériterait d'être vue par les publics, j'ai envie de dire, en sorte de musée. Pour ceux qui acceptent de sortir des sentiers battus, Rennes et sa région recèlent des trésors discrets, témoignant d'une époque révolue. Romain. Salut Jérôme. Ça va bien? Ouais, et toi? Là, je suis avec un breton. J'ai la vareuse, j'ai la marinière. Exactement. Et puis maintenant, on va pouvoir aller faire le marché des lys. Marché des lys, faire des courses pour ton restaurant? Exactement. Allez, je te suis. Allez, on est parti. Donc ce marché des lys est classé, je crois, parmi les plus beaux marchés de France. Ouais, tout à fait. Et puis un des plus grands aussi, quoi. Beaucoup de producteurs. Ouais. Alors pourquoi délices, L-I-C-E? Donc c'est pas comme délices comme les délices? Ouais, en fait, c'est les lys synonyme de palissade, en fait, qui entourait une sorte de stade où se passaient des joutes de chevaliers. Du Guesclin, c'est peut-être même élancé ici? Exactement. Et puis après a été construit des halles, qu'on appelle les halles Marteneau, du nom de l'architecte. En fait. D'accord. Du coup, Jérôme, on va aller voir Annie Bertin, qui est une de nos maraîchères. Salut Annie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. On va prendre quelques pousses. 3,70. Ah, tu te sers carrément? Oui. Il passe derrière et il se sert? Oui, bah exactement. Ouais, ça marche comme ça, ouais. D'accord, ok. Alors vous avez quoi ici? C'est des produits bio, j'ai l'impression? Uniquement, ouais. Annie fait pas mal de pousses sauvages aussi. C'est un thème, des pousses de pois, des feuilles de petits pois à côté, là. Je vais peut-être prendre le fenouil bronze. Le fenouil bronze? Oui. Ah oui. On pèse ça? Ouais. Ça sent pas du tout le fenouil d'ailleurs. 270. Sauvage. Non. 270. Par contre, au goût, oui. C'est fou. Ouais, c'est dingo. 3,60, 4,50. D'accord. La coriandre de chez Annie aussi, quelque chose d'exceptionnel. On va vous prendre aussi des asperges, Annie. Ouais. Oh là là, ouais. Donc voilà, on a pris aussi quelques petits pois. Si tu veux, je peux te faire goûter. Ah oui. C'est magnifique. Merci bien. Tac, goûte ça. Alors on n'est plus vraiment sur du petit pois, on est plus sur du gros pois. C'est bon. Ils sont extrêmement sucrés. Merci. Là, on est en pleine saison. Oh, ça me rappelle ce que je cueillais chez ma grand-mère. Et du coup, bah, là, on va laisser ça là pour l'instant. D'accord. J'ai une collègue qui va passer récupérer tout ça. Oui. Et puis on continue? On continue, Allez, c'est parti. Marche.
Au revoir Annie. Au revoir, à bientôt. Et alors, qu'est-ce que tu faisais avant de faire de la restauration? Parce que je crois que tu as eu plusieurs vies, toi. Ouais, plusieurs vies professionnelles. J'ai été photographe de presse pendant une douzaine d'années, ouais, dans des magazines bretons, à Vannes, à Rennes. Et puis en 2015, j'ai choisi de transformer une autre de mes passions en métier et de faire de la cuisine. C'est-à-dire que tu as repris des études? J'ai repris des études, j'ai fait un CAP en alternance. Et puis, juste après, il y a eu le projet Origine, voilà, à l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, c'est quoi? L'Hôtel Dieu, c'est un ancien hôpital dans lequel on a installé à la fois de l'escalade bloc, un bistrot, une microbrasserie. On fait de l'événementiel aussi, de la diffusion culturelle. C'est original. Voilà. Donc c'est là où on va aller tout à l'heure. Exactement. Ok. Jérôme, je te propose la figure imposée du marché. Pour notre galette saucisse, exactement. Ah, oui. Tu sais que tu es à Rennes quand tu as une galette saucisse sur un marché. On en prend. Bonjour. Bonjour. On va vous prendre 2 galettes saucisses, s'il vous plaît. Nature? Moutarde? Moutarde, les deux? Ouais, on est parti. Merci. Une journée de marché comme ça, vous en vendez combien? Des centaines. C'est vrai? Merci beaucoup, tiens. Alors, 4 c'est chaud. Et voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ce qui est agréable, c'est qu'elles sont bien chaudes. Exactement. C'est pas toujours le cas. Allez, on goûte ça. Ouais. Alors, non. La galette, là, la pâte, elle est parfaite. Ouais. La saucisse est excellente à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Pas trop sèche? Non, non, c'est vraiment une saucisse de charcutier, quoi. Exactement. C'est artisanal. Tout à fait. Bon, moi j'ai d'autres producteurs à aller voir. Et je t'ai trouvé un petit vélo, on va prendre le canal d'Illérance, on va sortir de Rennes, on va aller voir une belle petite exploitation de bretonne pinot. C'est quoi ça? C'est une race bretonne de vache laitière. Ah d'accord, voilà. Donc on va directement chez le producteur. Exactement. C'est assez bluffant, on se retrouve très vite à l'extérieur de Rennes. Ouais, effectivement, en fait, il y a ce qu'on appelle la ceinture verte autour de Rennes, qui n'est pas du tout urbanisée, qui avait été un peu décidée dans les années 80 pour éviter que la ville se construise en taches d'huile. Et donc du coup, on a ce poumon qui nous permet d'accéder à la verdure, à la campagne. D'accord. Et c'est ce qu'on va pouvoir aller voir à la ferme du Gros Chêne. Ils sont très très proches finalement de Rennes. Puis là, en gros, tu peux aller jusqu'à Saint-Malo comme ça. C'est vrai? Oui, tout à fait. Ah, on n'aura pas le temps. Ah non. Hein? Ou sinon, il va falloir accélérer un peu. Ah, c'est un bonheur, ce. Ouais. Et toi, c'est un endroit où tu aimes venir te balader tout en à fait. famille? Venir courir, plutôt pas mal. Et puis là, en passant par là, je repère plein de petits coins à Sureau et je pense que... Le chef est toujours planqué quelque part derrière le sportif. Ouais, et je pense que je vais venir avec mon sécateur. Là, tu vois, ici, il y en a plein partout. Ah, je vois les petites vaches là-bas. Il est beau ce pré avec toutes ces petites fleurs là. Allez les petites. Allez. Viens. Bonjour. Bonjour. Salut Philippe. Salut. En bonne compagnie alors? C'est ça. Les petits veaux qui sont nés en février, qu'on vient de sortir aujourd'hui. Ah oui, c'est leur première sortie? Ouais, donc du coup elles sont très contentes. Enfin ils sont parce qu'il y a 2 mâles. C'était une race spéciale? Oui, effectivement, c'est la race bretonne Pied Noir. Pied Noir? Pas pied noir, hein? Pas pied noir. Pied Noir, d'accord. Pie, c'est 2 couleurs. D'accord. Ça peut être pie rouge aussi, mais en bretonne Pied Noir, c'est très rare. Ouais. Elles sont pratiquement toutes noires et blanches. Ok. Donc ça veut dire blanc et une autre couleur. Alors quelle est la particularité de cette race? Alors la bretonne Pied Noir était la première race de France dans les années 1900, c'est-à-dire 700 000 animaux. Et elle est descendue à 311 vaches en 1975. Mais non. Parce que après la guerre, il a fallu nourrir la France, il a fallu
avoir des animaux qui font beaucoup plus de lait. Et elles n'avaient pas un rendement suffisant. suffisant. Elles n'avaient pas beaucoup de rendement, les bretonnes pinoires, donc on les a mis de côté pour d'autres races qui font plus de lait. Et maintenant, le cheptel, il est de combien? Aujourd'hui, il y a à peu près 2500-3000 vaches. Ah oui, oui. Bon, ça reste... C'est mieux que 300. Oui, c'est exactement. C'est toujours une race en plan de sauvegarde. Et alors, en taille adulte, tu en as aussi ici? Oui, elles seront en bas là-bas, on va aller les voir. Ah ouais? En taille adulte, en taille L ou XL, hein? Alors, parce que... Elles sont pas très hautes, t'as raison. Hein. 1,17 m au garrot, en moyenne. On a l'impression que c'est un peu le Shetland de la vache, quoi. C'est ça. Tu vois, non, mais c'est vrai, elle est assez basse, courte sur pattes, comme on dit. C'est la mini-vache. Tu viens acheter ici, toi, du fromage. Qu'est-ce que tu achètes à Philippe? En gros, nous, ce qu'on leur prend, c'est le gros lait, qu'on appelle le gouel aussi. C'est un yaourt légèrement acidulé, très onctueux. On leur prend aussi de la crème crue. En fait, quand t'as jamais mangé ça, t'as jamais mangé de crème. Ah, mon pauvre Jérôme, ta chaussure. Ah, oh putain, viens. Ah ouais. En plus, elle a l'air magnifique, hein. Ouais. On sent qu'elle est bien fraîche parce qu'elle est bien verte. Ouais. Bon, et j'ai surtout beaucoup de chance, c'est pied gauche. Et ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais. Il y a un gros tirage ce soir au loto ou pas? Ouais, je sais pas, il y a un truc qui se joue là. Tu fais la vente à la ferme alors? Oui, tous les mercredis et Bonjour. vendredis Bonjour. après-midi. Jérôme, enchanté. Emilien. C'est tous les produits alors que vous avez là? C'est ça, c'est tous les produits qu'on transforme à la ferme. Là, tu as l'atome du gros chêne. Okay. Donc, on a une version en croûte grise et une version en tome lavé qu'on frotte au sel de Guérande. Ah. Après, là, tu as le riz au lait. Donc, on a en version nature, caramel ou rhum raisin. Et en produit laitier, le produit phare de la ferme, qui est le gouel. C'est ce que tu viens chercher, si j'ai tout compris. Ça. Tout à fait. Bah, j'ai apporté les cuillères, si vous voulez goûter. Bah, moi, je serais bien pour... Ah oui? Me faire goûter? Bah ouais. Bah le gouel, allez goûtons le gouel. Donc, c'est une texture un peu yaourt, mais beaucoup plus filant, on dit. Hein. Faut pas que ce soit cassant. Donc c'est un peu plus liquide, mais c'est quand même pris en masse. Donc gouel, c'est le nom breton? Oui, c'est le nom breton qui veut dire gros lait et qui veut dire également ferment. Jérôme? Ah, oulala, tout ça? Bah oui, faut y aller. Hein. C'est à la fois doucereux et en fait il y a une petite acidité qui revient. Ouais, c'est entre le fromage blanc, la crème fraîche et puis c'est un peu plus subtil, je trouve, au niveau du goût. Ouais. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas sucré. Enfin, c'est assez neutre en goût, quoi. Ouais. Mais il y a une touche de gras en fond de bouche qui est pas désagréable. Vous savez me parler, en fait. Du coup, Emilien, on va te prendre 4 kilos de gouel, on va te prendre une tome et 2 pots de crème crue aussi. OK. C'est parti. Merci en tout cas. Merci à vous. Je me suis régalé. Comme la vache pinoire, il existe en Bretagne d'autres races d'animaux d'élevage menacées de disparition. Pour éviter leur extinction définitive, une ferme pas comme les autres a vu le jour il y a une trentaine d'années à l'écomusée de Rennes. Ici, des troupeaux représentant 19 races locales menacées peuvent croître et se multiplier en toute sérénité. Jean-Luc Maillard rend régulièrement visite aux 200 animaux qui composent ce cheptel bigarré. On a l'animal un peu emblématique de la Bretagne, noble, c'est le cheval breton. Donc on a une jument postière bretonne. On a l'âne normand qui était le petit format pour les petits travaux du monde paysan. Et puis on a notre volaille star qui est la coucou de Rennes qu'on a retrouvée il y a à peu près une trentaine d'années. On est très fiers parce qu'elle a failli disparaître purement et simplement. Sans l'intervention de l'écomusée, plusieurs races locales auraient disparu à tout jamais, emportant avec elles une tranche d'histoire de la paysannerie française. Ça, c'est le lot des brebis ouessants de cette année, ça, avec tous les agneaux. Ouais. Les races ne sont pas arrivées comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est souvent le résultat de générations de paysans, un travail de sélection des hommes avec les animaux. Donc on est dans ce qu'on appelle de l'ethnozootechnie, et ça c'est aussi notre travail que de montrer ces rapports homme-animal. C'est un peu l'arche de Noé des races de l'Ouest, quoi.
Cette chèvre-là, elle revient de loin. C'est un animal élevé par les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, les gens pauvres qui vivaient dans les campagnes, et en particulier par les nourrices. Quand les nourrices tarissaient, il fallait bien avoir du lait pour nourrir les gamins. Et donc les chèvres fournissaient le lait manquant qui permettait à la nourrice d'avoir une activité plus large et plus longue. Donc c'était un petit animal qui vivait sur le bord des routes. C'est pour ça qu'on l'appelle la chèvre des fossés ou la chèvre des talus. En ce qui concerne le statut des races dites menacées, il y en a qui vont de mieux en mieux. Notre chèvre là qui a frôlé l'extinction, notre coucou de reine, très bien. Et puis il y a des races, je pense en particulier au port blanc d'Ouest. Malheureusement, on a quasiment le même effectif qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Le port blanc de l'Ouest était la race de cochon la plus répandue dans les années 50. Mais aujourd'hui, sa situation est critique. Il n'existe plus que 36 fermes dans toute la France où sont encore élevés ces animaux. Victorien et Rémi ont choisi, il y a 7 ans, de se lancer dans l'élevage de ce cochon rustique et original, reconnaissable à ses grandes oreilles tombantes. C'est un cochon curieux, ils nous suivent, on peut avoir des interactions avec eux. Ils sont très joueurs aussi, donc c'est vrai que c'est une race qui est plutôt attachante. Il faut leur faire des petits massages. Ou pas. Avec les oreilles, il faut approcher d'une certaine façon, quoi. Il faut tenter... C'est vrai que souvent on parle des animaux de la savane, dans les pays lointains, qui sont en voie de disparition, ce genre de choses, mais en fait il y a plein d'espèces tout proches de chez nous communes, pour lesquelles c'est le cas aussi, et c'est aussi l'idée de sensibiliser les gens à ça, quoi. Cochon. 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 Donc un cochon, il faut qu'il puisse assouvir son instinct naturel, donc c'est d'être dehors et puis de pouvoir fuir, de pouvoir se gambader. Bon, là ils sont un peu pépères, mais souvent ils font des courses-poursuites et tout ça, donc c'est vrai que on les sent plus heureux en tout cas. Puis là on voit, ils broutent aussi, quoi. Ils consomment régulièrement de l'herbe. La Bretagne est la première région française productrice de porc. Mais elle a tout misé sur des races à croissance rapide, élevées en intérieur. Il est là, Boris, non ? Le porc blanc de l'Ouest, lui, revient plus cher à élever. Mais son goût persillé est incomparable. Et il est bien meilleur pour la santé que le jambon industriel. Ça peut paraître un peu bizarre de consommer de la viande de race menacée, mais ça permet de redévelopper les élevages de ces races-là. Donc c'est aussi un acte militant du coup pour le consommateur de consommer ce genre de viande. C'est peut-être grâce à ses qualités gustatives que cette race animale sera sauvée. Mais certains animaux ont encore d'autres atouts à mettre en avant pour échapper à l'extinction. Le jardin de Brocéliande est un parc floral insolite qui met en valeur la beauté et la diversité des espèces végétales. Mais pas seulement. On y présente aussi certaines races d'animaux rares qui ont su se faire remarquer grâce à leur look original. La race qu'on voit ici, c'est une race qui s'appelle la Jacob. Donc 2 cornes en haut et 2 cornes en bas. Mais la véritable attraction du jardin, ce sont des races de poules à l'allure improbable, installées dans des poulaillers tout aussi farfelus. Nos poulaillers, en fait, ont été créés pour mettre en valeur 10 races de poules que les gens connaissent ou ne connaissent pas. Et donc, la plus emblématique, si on veut, c'est la hollandaise à huppe, qui a été un peu l'instigatrice de ces poulaillers très originaux. Donc, on a vraiment eu envie de lui faire un salon de coiffure rien que pour elle. Et grâce à elle, on a créé tous les autres poulaillers. Donc, il y a l'épicerie, le bar, l'école, les vacances avec le combi, qui est une des dernières créations. Ces poules appartiennent à la catégorie des races d'ornement. Elles ne sont pas destinées à être consommées et n'ont aucune utilité commerciale. L'idée, c'est d'avoir des races jolies et rigolotes, des races qui n'existent uniquement que parce qu'elles plaisent aux gens et qu'on les trouve jolies, quoi. Voilà, puisque justement, elles n'ont que ce but-là dans la vie, de façon de parler. Loin des standards de l'industrie agroalimentaire, il subsiste ainsi des animaux un peu décalés,
qui n'en ont pas moins le droit d'exister. Donc c'est ici ton lieu? Exactement. L'Hôtel Dieu. Voilà. On visualise bien l'hôpital. Hein. Ouais, au milieu du 19e, qui a terminé par être une maternité où pas mal de Rennais ont vu le jour. Ah oui, d'accord, donc ça doit parler aux gens. On est tout de suite projeté dans un autre lieu que l'hôpital avec ses néons. Ah, on arrive directement dans la cour intérieure, c'est sympa. Hein. Ouais, on est dans le cloître, là où on a installé un peu toutes nos terrasses, en fait, quand on a 400 mètres carrés. On a notre petite buvette qui est juste là, la paillote qui est plutôt la cuisine d'été, où on cuisine en cuisine ouverte, mais ouverte sur la terrasse. Super. Voilà. Très chouette. C'est une chapelle? Oui, il y a Saint-Yves qui regarde toutes nos soirées. D'accord. Voilà. Tu me présenterais tes associés, s'ils sont là? Eh ben, écoute, il y a Ben là, qui est en train de brasser à la microbrasserie. Ah, et la bière est faite ici? Exactement. Ah, c'est marrant ça. Salut Ben. Salut. Ça va? Bonjour. Jérôme. Salut. Enchanté. Donc c'est toi qui brasses? Ouais, bienvenue dans la brasserie. Alors, plutôt l'impression d'être dans un labo, c'est plutôt raccord avec l'hôpital. Hein. Exactement. Ici, c'était un bloc opératoire. Ah oui? Ouais, c'était un ancien bloc opératoire, c'est pour ça qu'on a du carrelage, de la faïence. Ah. Ça nous a facilité les choses, en ce qui me concerne. Alors je vois Malte bio breton. Tu as la même démarche que Romain qui va s'approvisionner en local. On essaye. On travaille effectivement avec un partenaire malteur breton dans le Morbihan. Alors je regarde un peu. Hein. Ah oui, c'est le grain brut, quoi. Je peux? Ouais, je t'en prie, tu peux goûter. Ça pourrait t'évoquer des souvenirs, peut-être. C'est sucré, hein. C'est bon en plus. Hein. Ouais, pas mauvais. Bon, moi les gars, j'ai quelques bouches à nourrir ce midi. Je vous laisse. Ben, tu t'occupes de montrer la salle d'escalade à Jérôme? Ça marche. Ah oui, oui, on va aller voir ça. Ça m'intéresse aussi. Remonte ton pied. Voilà, main gauche là-haut. Mais la pièce est immense. Bonjour. Je te présente Olivier. Jérôme. En charge de la partie escalade. Donc c'est un projet, somme toute, original. Hein. On passe de la microbrasserie à l'escalade. Est-ce que les gens qui viennent ici viennent pour une raison et découvrent l'autre activité? Ça doit être le principe. On vient boire un coup puis on se rend compte qu'il y a ça, ou inversement? C'est exactement le but du jeu même. C'est de vraiment faire se mélanger un peu les publics et surprendre un petit peu par des activités inattendues voilà, dans un ancien hôpital. Et puis en plus, quand tu vas boire une bière, tu te dis pas tiens, j'irai grimper après. Quoi. On prend des calories d'un côté puis on en perd de l'autre. Voilà. Juste balance des choses. C'est chouette en tout cas, ça fait envie. Hein. C'est ouvert? Oui, tu peux rentrer. C'est sympa là, dis donc. Ah, j'adore. C'est pour regarder les radios, ça, non? Exactement, c'était les négatoscopes. C'est très amusant. Voilà. Il y a pharmacie là-bas. Oui, alors ça, pour le coup, c'est quelque chose auquel on n'a rien touché parce que c'était en place. On est dans la pharmacie ici. On est dans la pharmacie. Ouais. Donc t'es un peu le nouvel apothicaire de l'Hôtel Dieu, quoi. Ouais, exactement. Et puis, c'est surtout, j'essaye d'appliquer les bonnes posologies pour rendre un peu heureux les gens aussi, quoi. Ah, c'est pas mal. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ou pas? Parce que je pensais que j'allais devoir œuvrer avec toi. C'est bientôt prêt, quoi. Ça, c'est le gouel qu'on vient d'aller chercher, là? Exactement. Okay. Le gouel, la petite sèche de casier, il y a aussi les petits pois qu'on a été chercher ce matin. C'était la démarche dès le départ de valoriser le patrimoine gastronomique régional? Oui, effectivement. Et puis il y a aussi la volonté de travailler avec des producteurs qui sont proches de nous. Et c'est aussi ça qu'on a envie de promouvoir. C'est de bosser avec le terroir. Origine, c'est aussi ça le nom, quoi. C'est l'origine des produits, c'est aussi l'origine du plaisir. Boire, manger, regarder des spectacles intéressants, faire du sport. Voilà, c'était aussi ça, en fait. Pourquoi on a décidé d'appeler ce lieu Origine avec un S, c'est de retourner à ses origines. C'est toi, là? Ouais, effectivement, ouais, il y a quelques années. Non. Avec, à gauche, avec ouais, avec tous ces cheveux. Voilà, c'est ça. Touffus. Oui. Et à côté, c'est? Bah, juste derrière toi. Hein. Voilà. Oh, je n'ai pas vu, pardon, excuse-moi. C'est toi, là? Il semblerait que oui.
Ah ouais. Bon, en attendant, il va falloir qu'on grignote un petit Ouais, ça marche. Ça marche. On va partir juste après, faire un peu d'escalade. Non. Sur site naturel du côté de Erquy. Il va falloir que tu prennes 2-3 forces. Je suis pas un bon grimpeur, moi. Hein. J'espère que vous avez du temps dans l'après-midi. Allez les gars, c'est l'heure de grignoter. C'est frais. Bravo chef, merci. Eh ben moi je suis super content que ça vous ait plu. Dans le bateau en face. Alors vous pouvez aller en face et puis on va vous répartir dans les bateaux. Cet après-midi, c'est donc Rennes à la Pagaie. C'est une balade en kayak collectif en dragon de boat. Donc c'est des bateaux à 20 places, très stables, qui ont la particularité, avec un tambour et un barreur, de mettre un petit peu d'ambiance. C'est un esprit très très convivial et très sympathique. Maggie's en avant. Go! Avec 2 rivières, l'Isle et la Vilaine, ainsi que plusieurs canaux qui traversent la ville, les rameurs sont ici comme des poissons dans l'eau. Le département est le premier de France en nombre de pratiquants. Je fais du dragon boat pour ma santé et c'est une embarcation qui est assez sympathique parce que ça permet de pagayer ensemble, d'avoir une synergie collective. On prend le temps, là, de flâner et de voir la Vilaine d'un autre regard. Aujourd'hui, le but n'est pas de battre un record de vitesse, mais plutôt de profiter d'une balade à travers Rennes au fil de l'eau. Alors sur la gauche, il y a tout un quartier neuf, mais il faut imaginer qu'auparavant, tout ce quartier-là était un quartier industriel avec des entrepôts. Et toutes les marchandises qui arrivaient sur Rennes étaient entreposées sur les quais. Il y a différentes ambiances avec les petits bras un peu sauvages, les canaux très très droits avec les murs. Ouais, c'est ça qui est intéressant sur ce parcours-là. C'est la variété des paysages, la variété du bâti. C'est très intéressant. On se muscle les épaules, ce qui est hyper important, les deltoïdes. Et on rencontre des gens, c'est hyper convivial. Il fait beau, on a de la chance aujourd'hui. Je reviendrai, je vais prendre un ticket. Rennes est une ville sportive et sa jeunesse se passionne pour les disciplines urbaines comme le street workout. Avec de nombreuses installations sportives, certains parcs sont devenus des salles de gym à ciel ouvert. Mais il existe à Rennes des sportifs qui n'ont besoin d'aucun équipement, car ils ont fait de la ville entière leur terrain de jeu. Ce groupe de cascadeurs s'appelle le Wheezy Gang et ils utilisent le mobilier urbain pour leurs acrobaties. Mehdi, t'as une line ou quoi? Ouais, j'ai trouvé une petite line tout à l'heure là. Yes, c'est quoi? Avec un petit détente et pop front, avec un petit scoot full à la fin. Ok, vas-y, tu nous montres? Ouais, vas-y, carrément. Ok, je récupère ma cam. C'est des petites caméras d'action, du coup on peut vraiment courir avec, c'est bien stabilisé et tout, donc ça fait le taf. Ouais, quand tu veux. Yes. Ce sport réservé aux casse-cou, on l'appelle le parcours. Et il a été popularisé dans les années 90 par le film Yamakasi. C'est une discipline assez riche. C'est vraiment le fait de se mouvoir en fait, dans l'espace. Nous, je crois qu'on n'a pas vraiment commencé. On a toujours un peu fait ça. Quand tu es enfant, tu apprends à marcher, à sauter. Nous, on n'a jamais arrêté en fait, cet apprentissage. Maintenant, on est capable de faire des sauts assez conséquents et c'est cool. Yes. Ces acrobates du bitume se sont fait remarquer sur Internet en publiant les vidéos de leurs exploits. C'est dans leur appartement où ils vivent en colocation qu'ils ont installé leur studio de montage vidéo. C'est une vidéo qu'on a fait avec la caméra dans la bouche pour vraiment qu'on se rende bien compte de tous les mouvements. Donc
nous embarquer vraiment au cœur de l'action. Donc ça, c'est entièrement à Rennes en fait. Ça, c'est une école d'ingénieurs. Il y a aussi le parc du Tabor, il y a aussi un lycée. Grâce aux vidéos, on arrive à emmener les gens sur des endroits auxquels ils n'ont pas forcément accès. C'est ça qui est appréciable, je pense, dans les vidéos. Let's go. Le soir venu, à l'heure où la ville s'endort, le Wheezy Gang se met en route pour une expédition nocturne un peu spéciale. Pour lutter contre la pollution lumineuse et le gaspillage énergétique, ils éteignent les enseignes des boutiques restées allumées la nuit. Ils consommaient fort. L'initiative, elle n'est pas récente, elle existe depuis plusieurs années. Mais nous, c'est juste qu'on la couple avec le parcours. Ça représente aussi les valeurs qu'on défend, donc éviter de trop consommer et puis lutter contre le réchauffement climatique en général, quoi. Hop, le talon. Il y a une loi qui impose les extinctions d'enseignes entre 1h et 6h du matin. Donc techniquement, c'est eux qui sont hors la loi. Et nous, on fait respecter la loi. Yes. Nickel. Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont passer ici entre minuit et 6h du matin, passer devant cette boutique et se dire « Ah tiens, je vais aller vendre mon or ici ». Je pense pas vraiment que ce soit vraiment une préoccupation. Là encore, on est éclairé par cet énorme panneau LED qu'on n'arrivera pas à éteindre. Même en faisant ce qu'on fait, on a encore des échecs et on doit encore se battre pour pouvoir essayer de limiter cette pollution lumineuse. Une démarche originale qui permet de concilier activité sportive et engagement pour la planète. Ah, vous allez souvent grimper tous les deux? Rarement, moi, en tout cas. C'est Olivier, le spécialiste de la grimpe. Ouais, moi j'essaie de l'emmener de temps en temps un petit peu quand même pour le remettre à niveau. Donc là, on est sur le cap. Ouais, le cap d'Erquy. Une jolie petite plage en contrebas, là. Plage de Galets. Donc de ce côté-là, si on file, c'est quoi, Saint-Brieuc? Ouais. Et par là, on vient, c'est quoi, Cap Saint-Malo. Fréhel, ouais, d'accord, ok. C'est des beaux paysages, c'est inspirant pour grimper ici? Ouais, carrément. Et puis c'est vraiment, tu profites du cadre à fond, quoi. Ouais. Dès que tu prends de la hauteur, t'as vue sur mer. Cette côte découpée, on est vraiment sur le caractère breton, quoi. D'ailleurs, tu parles breton? J'ai appris à l'école. D'accord. Donc c'est pas la famille nécessairement qui t'a appris cette langue? Non, pour le coup, c'est mes parents qui ont décidé de me proposer un enseignement en immersion. Et, Ok. donc voilà, j'ai fait tout mon enseignement en bilingue. Donc ça permet d'être très rapidement bilingue breton-français, d'avoir le même niveau. Ça se parle encore beaucoup? Oui, ça se parle encore pas mal, ça dépend des milieux. Alors à Rennes, c'est moins un pays bretonnant. Ouais. Mais quand même, avec quelques personnes que j'accueille à la salle d'escalade, ça nous arrive de parler breton. Et puis au-delà de ça, c'est juste une grosse fierté de pouvoir continuer à faire vivre une langue qui est de moins en moins parlée. Et puis pour moi, c'est normal d'essayer de pouvoir parler la langue de son pays, quoi. Alors comment on dit petit pois? Pisbillon. Pisbillon. Exactement, je l'ai appris dernièrement et puis ça tombe bien, c'est la saison. Donc, On peut parler de petits pois toute la journée, sinon on peut aller grimper si vous voulez. On se fait engueuler en plus, hein. Ouais. Ouais, bien chef, on y va. On va grimper, on va aller affronter les falaises de grès rose. On est arrivé? Ouais, ça s'arrête là. Ah ouais, pas mal. Mais je sais pas quel niveau tu as, Romain, mais moi perso, ça me paraît compliqué quand même, non? Ah, ça paraît souvent plus difficile vu Ouais. du bas. Puis les prises, on les découvre au fur et à mesure.
On va faire confiance aux professionnels. Exactement. Bon, on va commencer par s'équiper. Et alors là, Romain, c'est quoi? C'est la farine de blé noir, sarrasin? Exactement. C'est le secret de l'escaladeur breton. Ouais, tout à fait. Oh Dieu. Allez Romain, allez. Ouais. À gauche là. Ouais, bien. Tu te précipites pas, tu prends le temps de bien être sur tes pieds, tu vas plutôt vers la droite par contre. Un vrai félin, hein. Ça va Romain, tu gères? Ouais, ça va. Ça a l'air en tout cas. Hein. Prends ton temps, hein, Romain. On t'écoute nous commenter ton ascension en breton. Allez, main de Kénan, main de trait. Ouais, bravo Romain. Chapeau. Hop là. Ouais. Yes. Bravo. Merci, Olivier. Il doit faire bon là-haut. Il fait très bon, ouais. C'est parfait pour faire rosir de la langoustine. C'est une véritable plancha naturelle. Ah, exactement, ouais. Bon, je vais faire la deuxième langoustine alors. T'es prêt? Allez. Je te vérifie juste une dernière fois quand même avant de partir. Ouais. Ben voilà, c'est bien. Prends bien le temps de regarder les prises parce que sinon, dès que tu vas te retrouver un peu en difficulté, ça va tout de suite une grosse différence. Garde bien les mains devant toi, vraiment dans la fissure en fait. Là, à gauche? Bah dans le trou qu'il y a devant toi, tu vois, il y a une fissure verticale, celle-ci. Il y a une super vue là. On a vu sur le port d'Erquy. C'est superbe, la couleur de l'eau. Bien joué. Bravo. Yes, merci. Bravo, super. Merci pour ton aide précieuse et tes conseils aussi. Parce que mine de rien, tu as l'œil même d'en bas, tu vois les prises que je ne vois pas en haut. C'est balèze. Bon, en tout cas, je pense que là, t'as bien mérité une bonne petite bière de Ben. Ah oui, je vais la goûter, la bière de Ben, évidemment. Retour à origine? Retour à origine. Allez. On va retrouver la troupe là-bas. J'ai convié Arthur Louis à nous rejoindre en plus. Super. Ah, il y a plein de monde là. Oh, ça fait bizarre de voir ce lieu qu'on a vu vite tout à l'heure aussi plein. C'est génial. Ouais. Ah, mais regarde donc, Ali, tu es venu, ça me fait plaisir. Ouais. Ça va? Salut. Ça va? Faut que vous alliez voir la fresque qu'a faite Arthur Louis. Sur le terrain de basket qui se situe à côté du parc Saint-Cyr. On vient de faire un peu l'exercice là. Ah ouais. C'était bien la grimpe? Ouais, c'était bien, mais c'était costaud. Hein. Voilà, heureusement qu'il est là, quoi. Ah, le spot est sympa. Ouais, c'est beau. Très, très beau. Je propose une petite bière maison. Ça, c'est une très bonne idée. J'aurais pas pensé à ça, dis donc. Ça marche. Ah, c'est génial de voir ce lieu plein, vivant, comme ça. Il y a tout, il y a des familles, il y a des enfants, il y a plein de jeunes. Ouais, bah carrément. En tout cas, enfin, on se projetait pas forcément jusqu'à ce point-là. Là, c'est le gros kiff, en tout cas pour nous, de voir autant de gens. Avant, c'était un lieu qu'on connaissait que vide, avec vraiment en plus une ambiance assez austère. Donc, réussir à remettre de la vie dedans, c'est vraiment chouette de voir que ça fonctionne. Moi, j'avais vraiment cette vision, cette envie surtout de reproduire à la française un Biergarten berlinois. C'était vraiment ce qui me faisait un peu rêver. Et arriver à voir toute cette multitude de personnes, tous ces publics différents qui se croisent, qui viennent en fonction des jours, c'est plutôt très chouette, quoi. Ouais. En tout cas, il n'y a que des jeunes gens innovants et qui vont proposer plein de choses alternatives finalement autour de cette table. C'est bien, c'est encourageant. Allez, à votre santé, à votre succès, à votre talent, à votre jeunesse. Yermat, avec modération, hein. Attention, surveille. Une caramel et une beurre sucre. La crêperie est un rendez-vous incontournable pour les Bretons, car on peut y déguster la fameuse galette de sarrasin, un grand classique de la gastronomie locale.
Merci, bon appétit, messieurs, dames. Merci. Les gens sont habitués, ils adorent ça. On en mange ici, c'est tous les vendredis, c'est la règle d'or, en fait, la règle de base. Il faut savoir qu'à l'époque, ici en Bretagne, il y avait une recette, on va dire, pour chaque village, chaque clocher. Et nous, on souhaite faire découvrir ça aux gens, c'est ce qui se faisait autrefois. Et puis ça croustille, ça craque, c'est crasse, comme on dit en breton. Donc, ouais, nous, on adore. Alors, ça ira. Ok, bon appétit. La vraie galette traditionnelle est fabriquée avec du sarrasin cultivé en Bretagne sans aucun ajout de pesticides. Les graines de cette plante, qu'on appelle aussi le blé noir, doivent être broyées pour être transformées en farine. En périphérie de Rennes, le moulin de Charbonnières est en service depuis 1923. Ici, le sarrasin est encore moulu à l'ancienne. Continuer de travailler avec de vieux matériel pour perpétuer du coup un vieux savoir-faire, une authenticité qui nous fait connaître depuis des années en Ille-et-Vilaine et pour toujours avoir un gage de qualité au niveau de la galette après. Le sarrasin breton, c'est un sarrasin qui va être un peu plus riche en arômes et en texture et en couleur aussi. Il va être un peu plus brun que les autres sarrasins. Aujourd'hui, les 3/4 du sarrasin consommé en France sont importés de l'étranger. Mais la production de farine bretonne est en augmentation, car elle est très appréciée par les connaisseurs. La mouture, elle est vraiment fine, elle est assez fraîche parce qu'elle vient d'être faite. Sans même au niveau humidité, elle est assez sèche, mais en même temps un petit peu fraîche. Elle va être pas mal pour faire de la galette. Ouais. Elle va vraiment être bien. Mais pour révéler toute sa saveur, la farine de sarrasin doit atterrir entre les mains expertes d'un crêpier qualifié. À Rennes, il existe plusieurs formations de maîtres crêpiers destinées aux futurs professionnels. Il faut compter au moins 10 jours de stage intensif avant d'acquérir le coup de main. La recette pour faire une bonne galette donc du pays gallo, de Haute-Bretagne, c'est tout simplement de la farine de blé noir, de l'eau et du sel. Voilà. Et on va chercher derrière. C'est bien. Tu vois, c'est pas trop mal dans la gestuelle. Mais ce qu'il faut quand même par la suite, c'est que tu donnes de l'amplitude. Bien. C'est pas trop mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En fait, le coup de main, c'est l'avant-bras qui envoie la pâte sur la circonférence de la biligue, en fait. Donc il faut de la souplesse. Il ne faut pas être stressé devant l'outil. Et une petite cuisson de 30 secondes à peu près. Voilà. Et donc là, on est sur une galette typique de la Haute-Bretagne avec ses alvéoles et avec la belle fermentation, une couleur bien ambrée. Voilà. C'est la répartition de la pâte sur la biligue et puis la cuisson qui fait que, au final, la galette va être croustillante, tendre à l'intérieur, elle va être savoureuse en fait. Voilà, il faut vraiment de l'apprentissage. Comme tous les Bretons, les Rennais aiment la galette. Mais savez-vous comment? Quand elle est bien faite, d'accord, et surtout avec une saucisse dedans. C'est la recette de la fameuse galette saucisse qui attire les foules chaque week-end sur le marché des Lys. Et 2 saucisses fromage oignon, moutarde dans les 2? Oui, d'accord. La galette saucisse, c'est le produit phare de Rennes. Tout le monde vient manger une galette saucisse sur le marché. C'est du matin au soir et du soir au matin. Il n'y a pas d'heure spécifique. Bonne journée. C'est un grand classique des Baudottes. Et même, ça donne le sourire. Considérée comme un hot dog 100% local, la galette saucisse est un rituel que tout bon Rennais se doit de respecter. Ici, c'est indispensable. C'est le repas de fête de la Bretagne, de Rennes, du pays de Rennes. Donc oui, c'est incontournable. C'est simple, c'est rapide. Bon, les enfants, ils aiment bien aussi. Oui, d'abord sur le goût, puis bon, il y a un côté un petit peu folklore aussi sur la galette saucisse. Ouais.
La galette saucisse est une spécialité qu'on ne trouve que dans le pays gallo, entre Rennes et Saint-Brieuc. C'est une curiosité gastronomique sur laquelle a enquêté ce journaliste, qui lui a même consacré un livre. Bonjour, on va vous prendre une galette saucisse. Parfait, très bon choix, monsieur. Historiquement, la galette saucisse, ça vient de la campagne plutôt rennaise du pays gallo. Donc la galette, c'était le pain quotidien des Bretons. On en faisait énormément et on mangeait ça avec un petit peu tout. Alors on a commencé à mettre de la viande, généralement les abats. C'était la période d'abattage des cochons dans les fermes du pays gallo. Et puis après, petit à petit, c'est devenu la galette saucisse, le plat de la fête, le plat des kermesses, des dimanches ensoleillés, des matchs au Stade Rennais. C'était de la street food avant l'heure en fait. C'était un plat qu'on consommait sur le pouce, pas très cher. Avant d'avoir un moment de convivialité. La galette saucisse est même devenue l'emblème officiel des supporters du Stade Rennais, le club de foot de la ville. Avec un sacré sens de l'autodérision, ils lui ont dédié cet hymne comme une vibrante déclaration d'amour. Est-ce que tu veux un petit œuf de poule? D'accord, avec plaisir. Ok, bah, je vais te préparer ça. Ouais, à la coque. Super. Ok, merci, ça marche. Marie. Magnifique. Ah. C'est Émilie, je pense, qui vient me chercher. Ok, je vais l'ouvrir. Merci. Ça va, Émilie? On check? Ça va bien? Oui. Est-ce que tu veux boire un petit café? Avec plaisir. Ouais. Ok, bah, je te prépare ça. Je pense qu'on va avoir beau temps en plus là. Bah oui, on va aller se balader. Tu as prévu de m'emmener faire tes balades à vélo à Rennes? Alors on va pas rester à Rennes aujourd'hui, on va aller à Fougères, on va changer un petit peu. C'est où il y a un magnifique château, je crois. Il y a un très beau château, la plus grande forteresse d'Europe. Ok, oh. Ben, je suis prêt moi. Hein. Ok, on y va alors? On y va, on y va. Bon, bah écoutez, super. Bah, bonne journée. Merci. Marie, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bye bye. Ce qu'il y a de bien à Rennes, c'est qu'on est assez vite en campagne. J'ai vu ça déjà hier. Ouais, très rapidement, on est dans la campagne, dans la nature. C'est l'avantage de vivre à Rennes. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as lancé Bretagne autrement, c'est ça? Oui, c'est ça. Autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi autrement? Bah, ça veut dire une découverte plus insolite, plus atypique, des expériences qui permettent de découvrir la Bretagne telle que nous on la connaît, telle que nous on la vit. Des rencontres avec des locaux, des habitants, des producteurs qu'on connaît déjà sur le territoire. D'accord. Bon allez Jérôme, on est presque arrivé, plus qu'une vingtaine de kilomètres avant Fougères. Cool. Tiens Jérôme, on va poser les vélos là. Ça marche. Alors là Jérôme, on arrive chez Alain. Donc c'est quelqu'un que je voulais te présenter qui a une horlogerie, la seule horlogerie de Fougères. Tu vois, c'est quelqu'un de très spécial qui a fait beaucoup pour la ville. D'accord, ça marche. Allez, je te suis. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Là, je suis en train de réparer un beau mécanisme. C'est une montre à gousset à complications. Et là, moi, j'ai hâte de la démonter complètement pour la restaurer entièrement et puis qu'elle revive son passé. Ça fait combien de temps que vous êtes horloger? Eh ben, ça fait 50 ans cette année. Et il y a toujours cette même passion, je vois dans votre regard émerveillé. De plus en plus. Même, je ne sais pas si j'aurai assez d'une vie pour tout faire ce que j'ai envie de faire. Elle vous vient d'où cette passion de l'horlogerie qui vous a donné un petit peu l'envie de vous intéresser? Quand j'avais 7 ans, je suis allé en vacances chez mon grand-père. J'étais émerveillé par des petits réveils, des petites pendules, des montres. J'ai commencé avec des petits tournevis à démonter tout ça. Ah ouais. C'était rigolo. Et il était lui-même horloger? Il était horloger et j'étais le 26e horloger de la famille. Mais non. Mais si. C'est dingue ça. Voilà. Bah, vous avez un gène particulier pour réparer? Il y a un gène particulier parce que tous mes oncles et tantes étaient horlogers. Vous avez ça dans le sang, comme on dit. Dans le sang, voilà, c'est ça. Ça, c'est une pendule extraordinaire
qui a la particularité de ne pas avoir d'aiguille. Elle dit l'heure uniquement par le positionnement du petit index sur la couronne ici. Ah oui, il y a 10, 20, 30, 40, voilà. 50. Donc ça, c'est les dizaines de minutes. Et les minutes ici. Par exemple, là, c'est 4 minutes. Voilà. D'accord. Et la date est ici. Et alors, c'est une pendule qui date de quelle époque, ça? Voilà, de 1832, quelque chose comme ça. Ah ouais. Vous êtes tout jeune, vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, d'accord. Et vous avez fait une école genre Besançon ou... Non, là actuellement je suis à l'école de Fougères. Ah, il y a une école d'horlogerie ici? J'en avais entendu parler et je crois qu'Alain y est pour quelque chose. C'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord. J'ai voulu qu'il y ait une formation quand même de haut de gamme à Fougères, de ce que j'ai connu quand j'ai fait mes études en Suisse. Ça fait 20 ans qu'elle est créée déjà, et 20 ans qu'elle tourne. Il y a une douzaine qui sortent par an et qui sont surtout formés pour faire de l'horlogerie de luxe. Haut de gamme, donc. Haut de gamme. Il y a combien d'écoles comme ça pour former les horlogers dans le monde? Oui, de cette formation-là, il y a à peu près une dizaine dans le monde entier. Ah ouais. Oui. Dont une ici à Fougères. Dont une ici à Fougères. Chapeau. C'est très touchant de voir quelqu'un de passionné, alors les yeux qui brillent comme un petit enfant presque. Merci de m'avoir présenté, Alain. Avec plaisir. Super idée. Merci bien. Très agréable de terrasse. Donc voici le célèbre château de Fougères. Oui, c'est la plus grande forteresse médiévale d'Europe dans cet état de conservation. Ok. C'est important de le préciser. Donc il s'étend sur quelle superficie, ce château? Sur 2 hectares. Ah, il est en effet super bien conservé. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que ce château soit construit dans le creux de la vallée, alors qu'il y a quand même de quoi le construire en hauteur, non? Ah oui, mais bon, c'est un choix qui avait été fait en l'an 1000 parce qu'il pouvait bénéficier de défenses naturelles qui étaient la rivière et les marais qui l'entouraient. Ah, ok. D'accord. Ouais, donc cette barrière naturelle était suffisante à l'époque. C'est vachement intéressant. Ah bah... Merci. Ah bah, avec plaisir. Alors, tu m'emmènes où? On va aller dans la tour Mélusine. Ah, on va voir la fée. Ah, ça vaut le coup, hein. Oh, le panorama, dis donc. C'est surprenant, hein, cette ville haute. Oui. On n'a pas l'habitude d'être à la même hauteur que la ville. Oui, mais en fait, tu fais bien de souligner ça parce qu'il y a en tout 13 tours et la tour Mélusine, c'est la plus haute, elle fait 32 mètres de hauteur. C'est du solide. Hein. C'est du solide, ouais. Surtout que les murs font 3 mètres d'épaisseur. Ah ouais, ouais. Ça m'a toujours épaté, ces châteaux médiévaux. Donc attention aux marches, elles sont plutôt larges. Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui les principes de base de la médecine médiévale et de la cuisine du Moyen-Âge. On va partir sur ceci. Au château de Fougères, chevaliers et troubadours en costume d'époque permettent aux enfants de se plonger en plein passé médiéval. La médecine se divise au Moyen-Âge entre humeurs. Ce sont des émotions. Par exemple, vous êtes triste, vous pouvez utiliser du piment rouge. C'est un aliment chaud. Donc ça équilibre les humeurs dans le corps. On essaye d'inculquer un Moyen-Âge où il y avait des connaissances, où il y avait de la vie, de la couleur, de la joie. On tente en fait de leur offrir une petite fenêtre sur le Moyen-Âge qui leur permet d'avoir une meilleure idée de l'époque. Et la femme pose sa main sur celle du garçon. Initiation à la danse médiévale ou au combat de chevaliers, la découverte du château millénaire n'a rien d'une classique visite de musée. Ah voilà, une chevalière avec un rôle. Ici, au contraire, on a voulu rendre le patrimoine vivant et attractif pour le plus grand bonheur des enfants. Un as en plus, waouh, il est costaud. J'ai bien mes activités. J'aimerais trop vivre au temps des chevaliers. J'aime bien les armures, les épées, les arbalètes, j'aime tout. Il y a un amour de ces monuments parce que ça reste un point d'ancrage pour les gens. Et s'il y a plus de gens encore qui le font vivre en costume ou en animant un petit peu les lieux, il a encore de belles années devant lui. Dans cette zone, qu'on appelait jadis les Marches de Bretagne, le patrimoine médiéval est foisonnant, car il s'agissait d'une zone militaire parsemée de châteaux et de citadelles.
Si beaucoup d'entre eux ont été sauvés de la ruine au XIXe siècle, il existe encore certains vestiges du Moyen-Âge en cours de sauvetage. Donc là, on a fait les reprises de greffe, les remplacements de pierre. Le manoir du Bobril, à l'ouest de Rennes, est considéré comme le plus ancien manoir breton avec une datation remontant au XIVe siècle. Prouesse architecturale, la restauration emploie exactement les mêmes matériaux qu'à l'époque. C'est un chantier unique par l'ampleur du projet, surtout par les techniques employées. Parce qu'en fait, autour de Rennes, il n'y a pas de gisement de pierre. Historiquement, au sud, on trouve le schiste. Au nord, on trouve le granit. Et c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de pierre. Et c'est pour ça que les bâtiments sont majoritairement en terre, qui est en fait un très bon matériau. Et on trouve des bâtiments très anciens et en bon état de conservation, construits en terre. Ça fait une demi-marche, donc ça va peut-être pas être très confortable. Le manoir est resté aux mains de la même famille depuis 700 ans. Et c'est son propriétaire actuel qui l'a sauvé des ruines. C'est le berceau de ma famille depuis toujours. C'est moi qui m'en retrouve détenteur, mais je ne suis qu'un petit maillon dans une chaîne multiséculaire. Donc je ne voulais pas être celui qui aurait laissé tout s'écrouler. Et donc j'ai pensé que c'était mon devoir d'essayer de faire en sorte qu'il soit préservé pour l'avenir. Bien sûr, ce sont des bâtiments qui ont des coûts importants, donc ça suppose des sacrifices. Il y en a qui tombent en ruine par manque d'entretien. C'est toujours un peu dommage. On se dit qu'il y a quelque chose qui disparaît et qui aurait peut-être mérité d'être conservé. Je crois que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour justement essayer de préserver le plus possible le patrimoine. Après 4 ans de chantier, le manoir sera à nouveau habité par la famille de Bobril. Ce sauvetage n'aura été possible que grâce au financement personnel du propriétaire. Mais pour les monuments plus importants, les travaux d'entretien sont si lourds que les propriétaires n'ont pas toujours les moyens de les financer. Entre Rennes et Saint-Malo, le château de la Bourbancais est un chef-d'œuvre de l'architecture bretonne de la Renaissance, avec ses 35 pièces et son parc de 120 hectares. Son propriétaire doit débourser 400 000 € chaque année pour entretenir le château. C'est une charge très importante puisque ces maisons ont été construites à une époque où le métier de la terre était beaucoup plus lucratif. Et aujourd'hui, ça n'est malheureusement plus le cas. Et donc, pour entretenir un peu plus d'1 hectare de toiture, 80 fenêtres, des murs qui ont tendance, parce qu'ils étaient montés à la terre autrefois, à s'écrouler. Donc, c'est absolument fondamental de réinventer l'économie de ces monuments. Pour trouver des financements, le propriétaire a eu une idée pour le moins originale. Le parc a été transformé en jardin zoologique. Avec plus de 400 animaux issus de tous les continents, qui se sont rapidement acclimatés à la vie de château. Un mélange des genres surprenants qui donne au jardin à la française des airs de savane africaine. Voilà. Ça, c'est un jeune de l'année dernière, ça. Ça, c'est un jeune qui est né. Maki, Maki. Allez, Maki, viens. Voilà. Hein, tiens, voilà. C'est bien, ça. Voilà. C'est mes grands-parents qui ont fait venir quelques animaux tout à fait exotiques il y a presque 60 ans. Et moi, je n'ai fait que remettre au goût du jour et bien évidemment beaucoup développer cette petite collection animalière que possédait ma grand-mère en faisant une activité touristique. Depuis l'ouverture du zoo, le domaine accueille 140 000 personnes chaque année qui peuvent profiter de spectacles d'oiseaux en vol et également visiter le château. Il faut essayer de se démarquer dans un tourisme culturel de qualité. Donc l'originalité que nous avons développée, c'est cet environnement animalier qui est unique, j'ai presque envie de dire unique en France, puisque voir encore une fois des girafes comme ça sur une façade baroque, c'est assez peu courant et c'est effectivement un moyen absolument indispensable pour faire vivre ces monuments. Grâce à cette reconversion originale, le château de la Bourbancais peut se maintenir dans toute sa splendeur et renouvelle ainsi l'intérêt du public pour le patrimoine historique breton. C'est super agréable, on est dans un tunnel de verdure. Oui, on est sur la balade des 11 écluses. Ça, par exemple, c'est une des maisons d'éclusiers.
Et elles sont à peu près toutes similaires tout le long de la balade des 11 écluses. D'accord, donc c'est les familles de l'éclusier qui habitaient là en fait. Voilà, c'est ça. Avant, il y avait un éclusier par écluse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Ouais, c'est mécanisé, oui. On n'a plus que 2 éclusiers permanents qui gèrent toutes les écluses. Et donc, tu dis le canal Ille-et-Rance, parce que c'est la rivière Lille, de l'Ille-et-Vilaine. Et la Rance, c'est le fleuve qui va se jeter après de Dinard et Saint-Malo. C'est le canal qui connecte les deux. D'accord, très bien. Tiens, il y a un bateau. On va s'arrêter pour regarder. À l'écluse? Ah oui, en effet. On fait les curieux, hein. Bonjour. Bonjour. Donc là, c'est votre dernière écluse, en fait. La dernière des 11, ouais. Vous êtes parti de où? De Tadin, un petit bourg à côté de Dinan, de l'agglomération de Dinan, ouais. Et vous mettez combien de temps à passer les 11 écluses, au final? Entre 2 et 3 heures. Ça ampute pas mal l'emploi du temps d'une navigation en journée. On navigue sur les canaux, justement, c'est fait pour prendre son temps. Ouais. Mais ce ne sera pas toujours nous, il y a des relèves d'équipage. C'est un bateau associatif, en fait. Ouais. Construit dans un chantier solidaire pour emmener aussi des gens qui sont un petit peu socialement... En difficulté? En difficulté, ouais, d'accord. Voilà. Okay. Et d'en profiter aussi, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Du coup, ça veut dire qu'ils font partie de l'équipage, ils participent aux tâches et tout ça. L'idée, c'est de les concerner. Oui, on essaie de les faire sortir, de voir un lien social, voir autre chose. Et des endroits comme ça, les 11 écluses, c'est paisible, il faut en profiter. Oula, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais. Merci, monsieur. Bonjour. 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 Je viens voir comment vous procédez. Pour l'instant, je suis en train de remplir l'écluse avec les ventelles côté amont, donc. Ouais. Du coup, il y a une compensation entre la première écluse et la dernière écluse de combien de mètres? Alors là, sur le site des 11 écluses, on a un dénivelé de 27 mètres. D'accord. Sur une distance totale de 2,5 km. Ah ouais. Bon, bon courage en tout cas, merci. Merci bien, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon, il commence à pleuvoir, on va peut-être se mettre à l'abri, non? Ouais. Hein, c'est pas mal. Une bonne idée, ouais. Tiens, Émilie, hop, j'avais un petit parapluie dans mon sac. Ah, c'est parti. Belle navigation, belle balade. À la prochaine, ouais, bonne journée. Voyage. Au revoir. Au revoir, capitaine. Au revoir. Ah, 2-0. Ça joue au palais. Ça joue au palais, ouais. On va le mettre dessus. Là. Hello. Salut. Salut. Ça va? Je te présente Gwen, mon associée. Bonjour, enchantée. Salut Gwen. Avec qui, comme tu vois, des fois, on fait des petites parties de palais après le travail ou en week-end. On peut prendre part avec vous à tout ça? Allez. Donc ça, c'est l'équivalent du cochonnet en fait. C'est oui, et c'est ce qu'on appelle le petit. Le petit. Dans les règles. C'est ma partenaire. Et le but, c'est d'être le plus près du petit. Oui. Tu veux y aller? Oui, vous voulez que je sois humilié tout de suite? On y va? Le conseil du lancer, qu'est-ce que tu me dirais, Manu, toi? Bah, c'est de pencher ton palais. Comme ça? Ouais. Et de faire balancier, de ne pas utiliser le poignet. Ah. Et c'est le bras qui fait le geste. D'accord. Ouais. Bien. Merci pour ces Excellent conseils, maître. Je fais comme si j'avais rien vu, Marie. Comment? Ok. Allez, Émilie. Allez, montre-nous un petit peu, là. Après tous ces entraînements du vendredi. Ah, je crois que tu m'as donné le point, en fait, Émilie. Je te remercie, Émilie. Merci. Vous avez vraiment le sens de l'accueil, de nous laisser gagner comme ça. C'est vraiment sympa. Ça vous dit le verre de l'amitié? Ouais. Cidre breton fermier. Très bien. Voilà. Merci.
Alors, Chin, merci pour cette partie. Ah bah non, hein, on dit Yermat. Ah oui, Yermat. Ah En Bretagne, quand même. Yermat. Et sinon, Jérôme, ce week-end, Pyrénées, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai aimé. Déjà, j'ai eu du soleil tout le week-end. Donc, ça va faire taire les médisants sur le climat breton. Et dans la ville même, j'ai aimé sentir l'eau un peu partout avec les canaux. J'ai aimé le parc, là, ce parc Tabor qui est sublime, avec une mention spéciale pour le marché des Lys, qui pour moi est juste incroyable. Il mérite sa réputation, je crois, de plus beau marché, ou presque plus beau marché de France, en tout cas. Plus beau. Oui, voilà, c'est ça. En toute objectivité. Voilà. Bon, à votre santé, en tout cas, et merci de votre accueil. À toi, Jérôme. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette émission. Arthur, Louis, Romain, Manu, Olivier, Lucie, Alain, évidemment Émilie et Gwen. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien suivre les coulisses des tournages sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Ça rime avec Kenavo. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Yermat.